Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine consacrée aux juridictions spéciales en Afrique, notre dossier du jour s'intéressera aux tribunaux spéciaux pour les crimes commis depuis 1990 en République démocratique du Congo. Au sommaire également, colère de l'opposition, avalanche de critiques, l'annonce du possible report des élections provoque la polémique en République démocratique du Congo. Et puis au Cameroun, les évêques maintiennent leur déclaration du 13 juin 2017 selon laquelle Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités. Maître Reti Amouli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec nous également Kerwin Maïzo, bonsoir. Bonsoir Graziella. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un honneur d'être là. Tout de suite, c'est l'info du jour. En République démocratique du Congo, les élections promises avant la fin de cette année 2017 seront probablement reportées. L'annonce a été faite par Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, depuis la polémique fait rage sur le terrain. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba, Lizazi Akizimana et Zareb Mohamed Moutio. La refonte du fichier électoral devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Dans la capitale Kinshasa comme dans les 11 provinces du pays, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle. Un scrutin très attendu mais dont la tenue demeure incertaine. Et les récents propos du président de la commission électorale sont loin de rassurer les Congolais. Le scrutin initialement prévu en 2016 puis finalement repoussé à fin 2017 ne pourra finalement pas avoir lieu avant début 2018. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on ait dans la précipitation. À la suite de cette annonce, l'opposition congolaise se dit indignée. Dans l'accord signé le 31 décembre 2016, pouvoir et opposition s'étaient pourtant engagés à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard en décembre 2017. La CENI n'a pas encore fait une déclaration. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Un second report des élections risque d'aggraver la crise qui prévaut en République démocratique du Congo depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'accord passé le 31 décembre 2016 avait permis d'apaiser les manifestations. Nous avons été rejoints sur ce plateau par notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella. Alors, on l'a vu, messieurs, dans le reportage, les élections risquent d'être reportées en République démocratique du Congo. Maître Reti, on a envie de dire qu'on l'avait vu venir. Écoutez, dans une émission Politicien ici, en janvier de cette année, j'avais dit que, on était en train de rêver, ces élections n'auraient pas lieu. Et dans une autre émission Politicien en février 2016, j'avais dit aussi que ces élections n'auraient pas lieu en 2016. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on vient proposer des fausses bonnes solutions et on fait croire aux gens que puisque finalement on agite une belle actualité et une belle émotion, que ça solutionne le problème. Les problèmes du Congo ne sont pas pris sous le bon angle. C'est ça le vrai problème. Et ces élections n'auront pas lieu. Alors, Monsieur Maïzo, quels sont les arguments aujourd'hui annoncés par la CENI pour justifier ce report et est-ce que ces arguments sont, selon vous, recevables? Ces arguments ne sont pas recevables parce que ici aussi, dans Politicien et dans ANR, j'avais dit que les élections n'auront pas lieu. Pourquoi? Tout simplement parce que le Congo vit une guerre d'agression. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de guerre d'agression, tout ce qu'on fait, c'est une distraction de mauvais goût.
parce qu'il y a en fait deux opinions. Il y a ceux qui pensent que au Congo, c'est une crise politique, il faut chercher des solutions politiques. Et ceux qui ont de preuves, ceux qui savent que le Congo est victime d'une agression militaire pilotée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays de l'Union européenne, dont la Belgique, avec des sous-traitants, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud et l'Angola. Tant qu'on ne brisera pas cette chaîne commanditaire, sous-traitant, exécutant, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du théâtre des vaudevilles. Alors, Jean-Marie, officiellement, c'est la région du Kasaï qui pose problème, l'insécurité qui prévaut. Il faut dire que cette région représente quand même 10% de l'électorat congolais. Est-ce qu'on peut se passer finalement de cette région pour un scrutin crédible? Vous voyez, Graziella, je serais du même avis que notre invité. Le maître Reti insiste toujours sur l'importance du droit, c'est-à-dire que nous puissions respecter le droit. Mais en amont, on peut vouloir respecter ce droit-là dans nos États africains. Notre invité là vient de poser, si vous voulez, nos problématiques africaines ne sont pas toujours des problématiques qui ont une source interne. Ce sont toujours des sources externes qui viennent influencer, si vous voulez, la scène politique de tous nos pays africains. Dans la plupart des pays, à l'exception des pays qui ont déroulé la démocratie en tant que telle, on a un pays comme le Ghana, on a, comment dirais-je, un pays comme le Nigeria qui s'y est mis, mais en dehors de ça, les influences extérieures sont telles que les pays sont complètement déstabilisés. J'ai dit toujours sur ce plateau qu'il sera intéressant que nous, en Afrique, avec Maître Reti, on a toujours souvent répété ça, en Afrique, nous respectons les textes, parce que le droit, c'est le parent pauvre en Afrique en tant que tel. Mais une fois que vous avez posé le droit à ce parent pauvre-là, qu'on essaie de le respecter, et que vous avez, comment dirais-je, une déstabilisation extérieure qui affecte des pays, tout simplement, pourquoi? Parce que c'est au vu au sud de tout le monde aujourd'hui que la plupart des guerres qu'il y a en Afrique, ces guerres-là ne viennent pas sur le plan interne. Ce sont des déstabilisations externes des pays occidentaux qui sont là pour exploiter les matières premières en tant que telles. Il ne faut pas se le cacher. Merci Jean-Marie. Lors d'un meeting à Kinshasa ce mardi, Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, a suggéré une transition, Maître Reti, de 6 mois sans le président Joseph Kabila. Est-ce que c'est envisageable selon vous? Est-ce que vous pensez que le président Kabila va laisser faire une telle solution? Je pense que il peut y être contraint. Mais alors, il faut savoir tout simplement quand les gens parlent de quoi ils parlent. Il y avait une transition possible qui était prévue par la Constitution et cette transition laissait apparaître effectivement que c'est le président du Sénat qui aurait pu remplacer le président Kabila à cette époque. Ça, c'était une transition légale, constitutionnellement prévue. Elle n'a pas été suivie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des individus qui pensent que tant que ce n'est pas eux, la solution n'est pas bonne. Et je pense effectivement que ceux qui proposent aujourd'hui une transition, ils le proposent avec en arrière-plan la transition avec moi ou sans moi, mais pas sans moi. Et c'est ça le vrai problème. Il y avait des possibilités, mais bon, si aujourd'hui on veut aller vers la solution, on peut aussi procéder par la solution à la centrafricaine. Pourquoi pas, effectivement, dire, écoutez, de tous ces hommes politiques, on laisse tomber tous ces gens-là, on prend une personnalité neutre qui dirige la transition pendant 6 mois et on prend des gens qui n'ont pas vocation à se présenter aux élections présidentielles ou à quelques élections que ce soit. Voilà, cela a eu lieu. Un peu le cas de ce qui a eu au Burkina. Au Burkina, ça a eu lieu au Burkina et ça peut avoir lieu en France. Mais moi, je dois vous dire sincèrement que et les gens de la majorité et ceux qui sont dans l'opposition, ils sont complices en fait. C'est-à-dire que c'est le même schéma systémique, les uns soutiennent les autres. La preuve, c'est que si on regarde aujourd'hui le gouvernement qu'on a appelé de tous les vœux, le gouvernement issu des dialogues avec un Premier ministre de l'opposition, quand vous voyez effectivement ce qu'on vous présente comme ministre pour diriger le Congo, vous vous posez la question de savoir est-ce vraiment pour solutionner le problème ou pour l'aggraver. Monsieur Maïzo, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que vous préconisez pour une sortie de crise en République démocratique du Congo? Il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi Kabila s'éternise au pouvoir. Il s'éternise au pouvoir pour des raisons de survie tout court. Survie politique, survie physique. Kabila est au pouvoir depuis 20 ans. Il y a eu des millions de morts. Il y a eu des fausses communes partout. Il y a eu des scandales financiers, mais d'une énormité à couper au couteau. Et Kabila sait qu'en dehors du pouvoir, c'est la CPI, la guillotine ou le lynchage public. Donc, pour se protéger, il a besoin du carcan, de la protection du pouvoir. Donc, et pour cette raison,
rien que sur le plan humain, pour des raisons de survie, Kabila ne lâchera mais jamais, alors jamais le pouvoir. Tous ceux qui proposent des solutions du genre, bon, on va faire une transition sans Kabila, qu'ils nous montrent concrètement comment on peut faire pour contraindre quelqu'un qui a une armée, qui est en réalité une milice, qu'on appelle les Banamora, parce que l'armée est aux ordres, il a la banque centrale, il a les pays voisins avec leur armée. N'oubliez pas, il y a un député européen, il s'appelle Schaffhauser. Il a dit il y a 2 semaines au Parlement européen qu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila. On a ramené un citoyen rwandais au pouvoir pour exécuter un agenda. Tout ça, c'est de la manipulation parce qu'on sait que, étant rwandais, il ne pourra... Là, je reste vraiment dans les cadres des propos du député européen. Alors, étant rwandais, il ne pourra pas voilà, résister à la manipulation. Posez-vous la question. Derrière lui, il y a l'armée rwandaise. Les Rwandais, c'est 450 000 hommes de troupes surentraînés par les États-Unis et équipés par les États-Unis. En gros, pour vous, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tant que la population n'appliquera pas l'article 64 de la Constitution, c'est-à-dire un soulèvement populaire, tant que les Congolais n'utiliseront pas le préambule de la Charte des Nations Unies sous l'autodétermination du peuple, parce que le Congolais est un peuple colonisé aujourd'hui, tant qu'ils ne vont pas utiliser tous les textes internationaux pour se débarrasser de ce que ce député a appelé une mafia internationale. Mafia, il a même parlé de l'hypocrisie de certains pays. Tout ce que nous ferons sur le plan électoral, c'est du verbiage. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec cela? Je pense que la solution est très très difficile à trouver parce que le conflit de la RDC, il ne date pas d'hier. C'est un conflit qui date depuis des décennies. Depuis des décennies, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de trouver une solution à la crise congolaise en tant que telle. Une solution claire et franche qui mette en place tous les acteurs. Mais malheureusement, comme notre invité vient de le dire, la problématique est très très difficile à résoudre. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le Congo. Vous avez des États alliés. Nous le savons aujourd'hui. Moi, je comprends notre invité aujourd'hui. Quand vous vous rendez compte qu'à ce jour, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda qui sont en train d'exploiter les matières premières du Congo. Comment voulez-vous qu'on puisse trouver une solution là-dessus? Tout simplement. Pourquoi? J'ai parlé de l'extérieur là tout à l'heure. Nous disons toujours que nous, les Africains, nous exagérons, mais les Africains, bon, il y a certains qui sont là tout simplement pour servir certains intérêts extérieurs en tant que tels. Et je pense que le cas qui nous intéresse, c'est celui-là. Parce que si la communauté internationale voulait vraiment résoudre ce problème-là aurait été résolu. Peut-être pas dans sa complétude, mais au moins on serait parti vers des voies de solutions acceptables par tous les Congolais. Justement, en parlant de la communauté internationale, l'ONU et d'autres États, Washington notamment, se sont dit prêts à prendre des sanctions, Maître Héritier, contre la RDC. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Vous savez, si on regarde le nombre de fois que l'ONU a été prête à prendre des sanctions, bon, on remplirait tout un panier de papier poubelle. Bon. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que souvent, l'ONU est l'artisan des fausses bonnes solutions au Congo. Et ça depuis 20 ans. Bon, alors, à partir du moment où les Nations Unies ne savent pas se démarquer de la politique américaine qui est menée au Congo et de la politique occidentale qui a visé d'abord la balkanisation du Congo, mais qui n'a pas réussi, qui a visé par la suite l'occupation du Congo, et cette occupation vient quand même de se faire assez forte. Ça fait 20 ans quand même que le Congo est occupé, sur le plan du droit, c'est-à-dire les définitions de droit. L'armée rwandaise est présente, les généraux rwandais sont présents partout, des ministres rwandais parachutés dans des choses qui ne... dans des Congolais époux des Rwandais qui ne maîtrisent pas. Donc, en fait, on est arrivé à la situation où, sur 345 ou 450 ethnies qui existent, tout tourne autour de l'ethnie Tutsi du Congo. Comme si l'ethnie Tutsi du Congo, c'était la moitié de la population congolaise. C'est une honte. Et je dirais là-dessus ce qu'il est en train de dire Maître Héritier, Graziella, c'est grave. Tout simplement,
On nous parle de l'ONU. Pour quelles raisons l'ONU ne prend-elle pas des sanctions contre le Rwanda? Le Rwanda, on sait très très bien qu'il y a une immersion du Rwanda dans la guerre interne du Congo. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des sanctions économiques contre l'Ouganda? Posons-nous les vraies questions. Ne soyons pas là tout simplement, comme Maître Reti vient de le dire, à faire des incantations. Aujourd'hui, l'ONU, j'ai l'impression que ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution qui est, comment dirais-je, à la hauteur pour pouvoir prendre les décisions des défis, des problématiques qui se posent à nous en Afrique. À chaque fois, nous avons référence, nous disons la communauté internationale. Il va falloir que cette communauté internationale-là puisse naître chez nous en Afrique. Pas d'attendre tout le temps que l'extérieur vienne réguler. J'ajouterais qu'à côté de l'ONU, il y a aussi l'Union africaine. C'est vraiment une honte. Quand on finit par tuer l'équivalent de la population de tout un État sans que l'Union africaine réagisse, et que aujourd'hui on entend encore l'Union africaine inviter les gens à aller au Rwanda pour telle ou telle autre organisation de l'ONU, de l'Union africaine, moi je dis tout simplement, si moi j'étais au pouvoir au Congo, la première décision, c'est le Congo quitte l'Union africaine. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Suicide ou assassinat au Cameroun, le mystère reste entier concernant la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia. Le corps du religieux a été repêché, nous vous le rappelons, le 2 juin dans les eaux du fleuve Sanaga. Depuis, une enquête est ouverte et une autopsie a été pratiquée. On fait le point tout de suite avec Thierry Ngongan et Deogracias Podo. On en parle juste après. L'Église catholique du Cameroun a rejeté les conclusions du procureur de la République sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque du diocèse de Bafia, dans le centre du pays. Se basant sur les résultats des autopsies réalisées par les experts camerounais et Interpol, le procureur général près la cour d'appel de la région du centre, Jean-Fils Clébert Tamac, avait par un communiqué le 4 juillet 2017 affirmé que le corps du prélat ne portait aucune marque de violence et que la noyade serait la cause probable du décès. Lors d'un point de presse tenu à Yaoundé 4 jours plus tard, Monseigneur Samuel Cléda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a réitéré la position déjà soutenue par le clergé catholique dans une déclaration 3 semaines plus tôt. Monseigneur Bala a été assassiné brutalement. Vous savez que les prélats camerounais ont eux-mêmes vécu la sortie parce que le principal point du communiqué des prélats, tel qu'il s'exprime, dit que les deux prélats ont observé le corps à la sortie, et c'est eux qui ont identifié le corps à la sortie du fleuve Sanaga, et qu'ils ont observé sur ce corps-là des traces de violence. Le procureur général de Yaoundé, du centre, Jean-Fils Tamac, affirme que l'autopsie révèle qu'il n'y a aucune trace de violence. Les responsables de l'Église catholique maintiennent que le corps de l'évêque de Bafia, qu'ils ont vu lors de sa sortie du fleuve Sanaga et à la morgue, porterait des marques de violence. Ils disent attendre l'identification de la dépouille avant de la réceptionner pour inhumation, conformément aux vœux du procureur général Jean-Fils Clébert Tamac. Aujourd'hui, ils voudraient recommencer, ils appellent à cette identification par rapport aux premières observations qu'ils ont opérées au préalable le jour où le corps a été retrouvé. Parce que le gouverneur de la région du centre leur avait demandé officiellement d'identifier le corps puisque le gouverneur était sur place. Pour qu'on sache si effectivement c'était Monseigneur Bala. Ils ont procédé par l'observation. C'est vrai que les sens peuvent tromper, comme dit quelqu'un, mais dans ce cas de figure, les évêques sont certains qu'ils ont bien observé des traces de violence sur le corps de Monseigneur Bala. À titre de rappel, c'est le 2 juin 2017, 3 jours après sa disparition, que la dépouille de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, avait été retrouvée à 80 km de la capitale Yaoundé, flottant dans les eaux du fleuve Sanaga. Alors, Jean-Marie, les autorités camerounaises elles-mêmes avaient reconnu une mort suspecte. Quelle lecture faites-vous de ce revirement aujourd'hui ? Le revirement, c'est-à-dire, j'ai l'impression que l'État est mal face à l'Église aujourd'hui, tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà le décès d'un des grands évêques du Cameroun qui passe à la télévision. On nous donne une première conclusion. Quelques semaines après, on fait venir des experts internationaux, dépendants, je crois, d'Interpol, pour venir voir ce qui se passe. Mais jusqu'à ce jour, la population camerounaise se pose la question, il faudrait bien que l'État, apparemment, ce ne serait pas la première fois sur les réseaux sociaux, on a cité énormément
comment dirais-je, de prélats qui sont décédés mystérieusement au Cameroun. Aujourd'hui, c'est une affaire qui tient tout le Cameroun en haleine parce que les gens voudraient savoir la vérité. Et je pense que le Cameroun sortirait par le haut en essayant de trouver la solution, c'est-à-dire de révéler au peuple camerounais quelles que soient les conséquences. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit une nation. On ne bâtit pas une nation à travers, comment dirais-je, des fausses nouvelles en tant que telles. Comment se fait-il que vous avez des Camerounais qui ont la compétence internationale, reconnue internationalement, qui font une première autopsie? On vous dit qu'il y a un doute sur la mort du prêtre. Ça ne peut pas être une noyade. Et aujourd'hui, on nous fait venir, ce que j'ai dit toujours sur ce plateau, on nous fait venir des experts externes étrangers qui viennent donner la conclusion. Cette conclusion-là va à l'encontre de la conclusion qui a été prise par les experts camerounais en tant que tels. Sans oublier que maintenant, si on va sur le plan juridique, d'après ce que j'ai pu lire dessus, si on va sur le plan juridique, on s'aperçoit que le même procureur qui a noté d'abord que le décès pose un problème par rapport à la raison qui a été citée, à savoir la noyade, le même procureur de la République reprend, comment dirais-je, les conclusions des experts d'Interpol, et c'est ça qu'on veut imposer maintenant aux Camerounais. Je pense qu'il est temps que l'État puisse dire aux Camerounais exactement ce qui est arrivé. Et s'il y a quelque chose à éradiquer là-dessus, il faudrait bien l'éradiquer. Et les éléments d'autopsie d'Interpol sont d'autant plus troublants que les rapports précédents, vous l'avez dit, faisaient état de mutilation sur le corps de l'évêque Bala. Qu'est-ce que cela traduit selon vous, Monsieur Maïzo? Que vous inspire cette affaire? En criminologie, la première question qu'on se pose lorsqu'il y a mort d'homme, c'est à qui profitent les crimes. Ça, c'est la première... C'est la question à laquelle... Capitale, d'ailleurs. Oui. Mais la deuxième chose, c'est que lorsque les experts d'Interpol arrivent, ils font un rapport, ils les remettent à l'autorité camerounaise qui les rend publics. Qui nous garantit que ce que l'autorité camerounaise a rendu public, c'est réellement ce que les experts occidentaux ont communiqué comme résultat? Donc, si on éclaircit ces deux points, on saura la cause probable de ces décès. Parce que, bon, Monseigneur serait proche du pouvoir. Les gens de l'opposition ont-ils intérêt à le tuer? S'il était proche du pouvoir, est-ce qu'il a voulu tourner kazakh? Bon, il y a aussi Boko Haram, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut étendre les recherches, les faire tous azimuts, pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est une affaire effectivement bizarre. Alors, certains proches de l'épiscopat soupçonnent justement les autorités d'avoir soumis à l'autopsie un autre corps que celui de l'évêque. Monsieur Maître Réty, qu'en pensez-vous? Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est cui bono, comme disent les latins, c'est-à-dire à qui profite le crime. D'abord, ici, nous devons rester sereins. Nous sommes en phase d'enquête, nous sommes en phase préliminaire. Il n'y a pas encore de vérité judiciaire sortie de cette affaire. Bon, tant qu'on est en phase d'enquête, tant qu'on a tous les éléments éventuellement en discussion, laissons pratiquement ces éléments à l'appréciation des professionnels qui pourraient éventuellement les examiner, exclure ou rejeter certaines enquêtes ou alors contester certaines enquêtes et peut-être même en phase judiciaire faire venir des experts ou des contre-expertises. C'est ça qu'on appelle pratiquement une justice, des procès justes et équitables. Il faut que le procès soit juste et équitable, c'est-à-dire que l'on apporte les éléments pour, les éléments contre, dans la sérénité, que le débat se fasse de manière contradictoire. Et après, quand les juges auront pris leur décision, c'est à ce moment-là qu'on peut s'émouvoir. Mais à ce stade, ici, je pense qu'il est prématuré. On peut tout au plus émettre des suspicions et des doutes. Alors, Jean-Marie, le clergé possède un rôle social assez important au Cameroun, un pays de 23 millions d'habitants, donc 40% de catholiques. Le président Paul Biya a été attendu lors de l'Assemblée des évêques d'Afrique centrale qui s'est tenue il y a quelques jours, mais il s'est finalement fait représenter. Son discours était pourtant très attendu. Est-ce que c'est là finalement une occasion de calmer les tensions ? Je pense, comme l'a dit Maître Réty, c'est vrai que tout à l'heure, là, j'ai souligné les morts au Cameroun. Je me suis posé quelques questions, les interrogations, à savoir que comment se fait-il qu'on ait des conclusions aussi diamétralement opposées? Il est vrai qu'on doit procéder à des enquêtes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que l'État sorte par le haut là-dessus, parce que tout le monde est dans le soupçon. On nous dit que l'évêque était
comment dirais-je, un proche du régime. Est-ce que, comme notre invité là a essayé de se poser la question, nous nous posons des questions ici, là, nous ne sommes pas là pour donner une solution. Nous essayons tout simplement de comprendre quelle est la dynamique qui a mené au décès de l'évêque en tant que tel. Effectivement, on doit laisser les enquêtes aller jusqu'au bout et qu'on n'efface pas ça parce que, vu les mois que cela provoque au Cameroun, il est important là-dessus, puisqu'il y a des gens qui vous disent qu'il y a déjà eu des précédents là-dessus, qu'on essaie d'éclaircir cette affaire-là pour apporter un peu, comment dirais-je, d'accalmie au Cameroun en tant que tel, et sur le plan international aussi, parce que ça porte soupçon. Quand on sait que le nonce apostolique qui est au Cameroun est parti, bon, quid, comme on le souligne ici là sur ce plateau, pour quelles raisons est-il parti? Pour quelles raisons est-il parti précipitamment du Cameroun? Parce qu'il y a des informations qui circulent qui diraient que l'évêque Bala aurait transmis des informations aurait transmis des informations au nonce apostolique du Cameroun. Bon, mais toutes ces questions-là, il va falloir, comment dirais-je, mettre ça en lumière et pour que les Camerounais puissent être rassurés là-dessus, sur la cause du décès de l'évêque. Merci Jean-Marie pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.